Du coup, quatrième joueur du jour, si tu veux bien. Passons à Paul Millsap. Millsap, 10 saisons sur la décennie, 16 points de moyenne sur la décennie en tout, 31 minutes de jeu par match au total, 21 300 minutes au minutage global, c'est le 22e de la décennie, donc plutôt pas mal, 674 matchs également, 4 fois All-Star sur cette décennie et d'ailleurs en carrière, et même une fois All-Defense en 2016 pour Paul Millsap. Niveau comparaison de draft, NBADraft.net à l'époque, eux ils disaient Paul Millsap, c'est Malik Rose. Physiquement, oui. Physiquement, ils ont le même visage. Malik Rose, voilà. Draft Express, alors, pour eux, le meilleur scénario possible à l'époque de la draft, c'était, alors je sais pas si tu vas t'en souvenir, c'était un intérieur de Miami, Udonis Haslem, est-ce que tu t'en souviens? C'est un très très vieux joueur, les jeunes ne doivent pas connaître, hein, mais non, c'était le meilleur scénario possible, c'était Udonis Haslem, je pense qu'il a un peu excédé ça. Et le pire pour eux, c'était Reggie Evans. Voilà, les jeunes ne connaissent pas non plus, c'est pas plus mal. Non, oui, c'est pas plus mal. Mais Millsap se fait drafter comme un simple rebondeur, je crois, hein. Donc c'est cohérent avec les trois comparaisons, d'ailleurs, sont assez pertinentes avec l'image qu'on avait de Paul Millsap quand il sort de la draft, quoi. Oui, c'est plutôt lui l'anomalie plutôt que Haslem et Reggie Evans C'est quoi, ça. dans ce profil. Il n'a pas accepté son étiquette. Et ça, c'est beau, ça. C'est la volonté, ça. C'est ça. Et au niveau des surnoms basketball référence, jamais entendu évidemment, mais The Anchorman. Voilà, je ne sais pas. Je crois que j'aurais plus compris qu'il n'ait aucun surnom plutôt que The Anchorman. Encore pas EN, Oui. de Anchor, enfin bref. Ouais. Passons son parcours rapidement. Donc, il a 25 ans déjà quand on arrive sur notre décennie, puisque draft 2006, le 47e choix, donc deuxième tour, et après 3 années à la petite fac de LA Tech. Donc, bref, déjà 25 ans en 2011. Il est à Utah. C'est le Utah post-Carlos Boozer qui vient de partir aux Bulls, lui, à la Free Agency. Et donc, c'est la première année de Millsap en carrière où il explose. Il est un peu titulaire, 34 minutes de jeu par match et 17 points de moyenne déjà en 2011. Pas de playoff, malheureusement. 2012, 33 minutes de jeu par match, 16 points de moyenne. Et en playoff, le Jazz va en playoff, notamment avec la raquette Millsap, Al Jefferson. Et ils perdent contre les Spurs au premier tour des playoffs 2012. 2013, encore à Utah, 30 minutes de jeu par match, 15 points de moyenne. Malheureusement, pas de playoff cette saison-là pour le Jazz. Et puis ensuite, Free Agency. Et là, il part à Atlanta, du coup. Et en fait, je sais pas si tu te souviens, mais il va remplacer Josh Smith, qui venait de partir à Détroit. Qui saura dire lequel des deux a le plus réussi, du coup, après cette Free Agency 2013? Tu m'aurais posé la question sur le moment, j'aurais dit Joe Smith. Ouais. Mais finalement, non. Donc, la belle carrière à Atlanta pour Millsap, puisque 2014, il est All-Star. 34 minutes de jeu par match dans une équipe qui fait les playoffs. Hein. Lui, il a 18 points de moyenne par match, pardon. En playoff, ça tombe contre Indiana au premier tour. La fameuse série avec Perantic, comme on a dit tout à l'heure avec Kyle Korver. Faudra faire un film sur Perantic. Oui, cette fameuse série. Je pense qu'un jour, il y aura un 30 for 30, tu sais. C'est ça. Non, mais blague à part, c'est pas pour rien que tu le cites à chaque fois. Oui. Dans l'histoire de la NBA, des révolutions de la NBA, cette histoire la révélation que, mais oui, un pivot qui shoot juste un peu à 3 points, ça peut changer tout. C'est Perantic qui a mis la lumière sur ça. Alors, c'était plus son entraîneur que lui-même, hein, mais c'est vraiment un joueur marqué d'une pierre blanche dans l'évolution du jeu de la NBA. Hein. Oui, tout à fait. Le Brook Lopez d'avant l'heure. Mais bref, donc 2014, voilà, sorti au premier tour par Indiana. 2015, c'est la fameuse année à 60 victoires pour les Hawks. Lui, il est All-Star encore une fois. 17 points de moyenne. En playoff, ça tombe contre Cleveland, malheureusement, en finale de conférence cette saison-là. 2016, 17 points de moyenne toujours pour lui. All-Star encore une fois. En playoff, encore une fois contre les Cavs au deuxième tour. Ça cale un peu pour cette équipe des Hawks. 2017, alors Ford est parti. Jeff Teague aussi, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est à Indiana. Mais par contre, la relève est là, puisque tu te souviens, c'est la période avec Dwight Howard qui venait de partir des Rockets. Et donc, la très bonne équipe Dwight Howard et Dennis Schroeder. Voilà, c'est pas la meilleure année du cycle Atlanta pour Millsap. Lui, il est encore à 18 points de moyenne. En playoff, c'est sorti contre Washington au premier tour. Pas top. Et puis donc, il s'en va à la fin de son contrat. Il va signer un contrat à Denver, du coup. Il devient quand même assez âgé, mais il signe un plutôt bon contrat pour être l'intérieur à côté de Jokic. Malheureusement, première année 2018, il fait que 38 matchs et ça se ressent puisque d'ailleurs Denver ne fait pas les playoffs, malheureusement. Ils passent pas loin, ils font une finale
un 16e de finale, on peut appeler ça. Ils font, tu sais, au dernier match de saison régulière contre Minnesota. Et le gagnant allait en playoff et Denver a perdu, malheureusement. Mais bref, donc première année un peu à la poubelle à cause des blessures pour Millsap. Mais par contre, 2019, ça y est, il joue 27 minutes de jeu par match. Donc on n'est plus sur un énorme temps de jeu, évidemment, puisqu'il est vieux. 12 points de moyenne, mais surtout un apport défensif, on va en parler. En playoff, ça sort contre Portland au deuxième tour, pardon. C'est un peu dommage, hein, parce que cette équipe des Denver aurait pu aller en finale de conférence dès cette année-là. C'est un peu dommage. Et par contre, donc, finale de conférence Ouest l'an prochain, en 2020. Lui est à 24 minutes de jeu par match encore. Toujours des petits pépins physiques à droite à gauche. 12 points de moyenne, encore une fois, c'est plus bas que ce qu'on a pu connaître. Et donc, finale de conférence contre les Lakers dans la bulle. Et puis donc voilà pour cette décennie qui s'arrête là, du côté de Millsap et de notre côté aussi. Donc, très belle longévité, un peu pour te lancer. Très belle longévité, mais finalement, à quel point pour toi, est-ce qu'il a intégré l'élite à un moment donné de cette décennie, ou alors pas du tout? Non, je pense pas qu'il a intégré l'élite. Pour moi, Paul Millsap est très intéressant, mais il est ce joueur qui est fort partout, mais à qui il manque un ou deux éléments un peu décisifs, un peu déterminants, qui font la différence. C'est vraiment le joueur, je pense qu'on peut lui mettre 6 ou 7 sur 10 quasiment partout, et c'est très bien. Mais c'est pas suffisant, et surtout 6-7 partout, mais en vrai, son 7 sur 10, c'est pas sur les endroits les plus intéressants. C'est-à-dire que vraiment, il sait tout faire, hein. Il y a rien où il est mauvais en attaque comme en défense. Mais pour rester un peu sur l'attaque, sa vraie force, c'est plutôt le jeu poste bas ou le 1 contre 1 proche du panier. C'est bien d'avoir ça. Mais là, on revient un peu sur comme pour Middleton, sur le côté. C'est bien, mais en fait, c'est pas d'une efficacité folle en général. Et globalement, son efficacité à Millsap, elle est toujours un peu. Elle est OK, mais elle n'est pas non plus super satisfaisante, quoi. Donc, ça, c'est vraiment le genre de joueur où moi, je rechignerais à le mettre en première option. En deuxième option, ça va, mais en vrai, même s'il avait une note meilleure, je préférerais. Parce que c'est toujours, tu diras peut-être les chiffres tout à l'heure, mais c'est une efficacité qui est juste un peu au-dessus de la moyenne, et puis c'est tout. Et qui donc est fort sur du jeu poste bas, du jeu projeté, où vraiment son, sa façon de scorer, c'est vraiment juste autour de la raquette par des, des espèces de petits bras roulés ou des fades de des trucs comme ça. Il est pas très très fort pour aller vraiment au cercle. Il y arrive de temps en temps, mais il est pas très très fort. Et d'ailleurs, il se crée pas beaucoup de lancers francs. Juste pour, Euh, je rajoute les stats, hein, tu parlais hmm, d'efficacité. Volume, on est entre 20 et 24% d'usage, donc des volumes de deuxième, troisième option, on va dire, donc pas énormissime non plus. En termes d'efficacité, on a un pic à plus 7% par rapport à la moyenne en 2011, ce qui est vraiment bon. Encore une fois, plus 6% en 2015, la fameuse année spacing et attaque en folie avec les Hawks. Mais effectivement, toutes les autres années de la décennie, on est autour de la moyenne, en gros. Entre moins 2% et plus 2%, ça oscille entre les deux sur toutes les autres années. Donc, comme tu dis, bon sur ce qu'il fait, mais pas une productivité énorme, quoi. c'est ça. Et après, il peut un peu shoot à 3 points, mais pas trop non plus. Donc c'est quand même bien. Il y a un peu de spacing, mais il y a rien de létal. Il peut un peu faire des passes, mais là aussi c'est plutôt du classique, un peu comme on parlait pour Middleton, c'est-à-dire c'est propre, c'est bien vu, quand il y a une opportunité il la saisit, mais c'est pas non plus lui qui va qui va faire la différence par son jeu de passe. Il peut un peu dribbler, un peu driver, mais ça dépend contre qui, et c'est pas tout le temps, et de toute façon c'est pas trop son plaisir maximum. Donc en attaque, on a une option offensive viable, mais c'est un peu tout, quoi. Et un chaînon correct du collectif, quoi. Donc ça devient une option viable, mais pas plus. Un créateur de spacing, mais d'un spacing juste un peu utile, quoi, mais rien de fou. Du coup, voilà, on est un peu sur ouais, ce que je dis, ce espèce de 6-7 sur 10. Et un 7 sur 10, mais avec orienté sur le 3 points, bah, aurait déjà eu plus d'impact. Ou orienté sur le drive, ou la passe aurait eu plus d'impact que son 7 sur 10 sur son meilleur aspect offensif, qui étant plutôt du scoring de 1 contre 1 proche du panier, quoi. Et auquel il n'est pas suffisamment efficace pour être vraiment, vraiment super intéressant, comme peut l'être un Joel Embiid ou des trucs comme ça, quoi. Et défensivement, c'est un peu pareil, voire un peu mieux.
C'est-à-dire que c'est un joueur intelligent, c'est un joueur plus ou moins tout le temps bien positionné, qui peut défendre sur plus grand que lui et un peu plus petit. Alors pas trop, hein, il peut pas trop aller descendre sur des postes 2 et même certains postes 3, faut pas qu'il soit trop rapide. Mais il peut un peu faire acte de présence et ralentir un peu quelqu'un, quoi. À défaut de l'arrêter ou à défaut de vraiment de le faire déjouer. Et puis surtout, ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est un peu son placement, sa lecture du jeu qui est pas mal. Mais là aussi, c'est pas non plus extraordinaire. Et c'est pas le plus vif, c'est pas le plus. Il a une bonne anticipation, mais elle est pas exceptionnelle non plus. C'est à des kilomètres d'un Draymond Green, par exemple. Et physiquement, il a des bonnes mains, assez vives, mais il manque un peu donc de vitesse, mais aussi un peu d'explosivité, de verticalité. Donc, on a globalement un bon défenseur qui peut avoir un peu ce côté, peut-être pas protecteur de cercle absolu, mais qui protège un peu la raquette. Donc ça, c'est une grosse valeur, ça c'est très bien. Mais il n'est pas non plus extraordinaire là-dedans. Il est juste bon. Alors c'est bien, mais c'est pas non plus, c'est pas si différenciant que ça. Donc voilà, une espèce de, là aussi, on est un peu sur du 6-7/10 partout, ce qui est très bien. D'autant plus qu'on prend un poste plutôt d'intérieur. Mais là aussi, on n'a pas un joueur qui fait des différences, qui n'a pas un élément dans son jeu qui peut un peu vraiment être incontournable pour l'équipe adverse, quoi. Bah, c'est vrai que moi, alors, pour en revenir rapidement sur l'attaque avant de reprendre la défense, là, mais l'attaque, j'avoue que j'étais un peu surpris. Peut-être j'avais des mauvais souvenirs, mais le côté scoring, finalement, j'avais un peu cette image de la fin du glue guy ou du mec hyper intelligent, role player et tout ça, mais effectivement, il y a eu pas mal de scoring aussi, de création, en revoyant pas mal de matchs et même, on voit hein, les totaux de points, 17-18 points par match en moyenne. Il y a beaucoup de volume, quoi, plus que le simple défenseur de la fin à Denver. Mais bref, donc il y a ce côté un peu surprenant et comme tu dis, intéressant, mais finalement avec certaines limites aussi, un certain plafond offensif. Je trouve le passing intelligent, mais jamais de la création jamais une super valeur ajoutée. Enfin, c'est pas, voilà, c'est intelligent, mais ça va pas te faire la différence de fou, quoi, si on peut le formuler comme ça. C'est la passe juste, C'est ça, ouais. mais pas la passe qui vraiment déstabilise une défense ou que la défense Ouais. n'a pas vu arriver ou qui fait la différence, quoi. Et effectivement, voilà, pour raccrocher la défense comme tu t'en parlais, je me pose aussi la question parce que là encore, avec peut-être ce biais de mémoire récente, ou en tout cas en y faisant attention, je me demande à quel point est-ce que le manque de taille, à la fin, on a un peu passé dessus parce que la NBA post-2015 ou post-2017-18, poste 4 de la taille de Paul Millsap, bon, bah, ça se faisait, quoi, en fait. C'était plus important de savoir jouer dans l'espace, et lui, il savait le faire, plutôt que d'être grand comme avant. Mais justement, je me demande à quel point est-ce que, pour toi, tu avais des souvenirs, notamment défensifs du début de décennie, à quel point est-ce que ce manque de taille n'était pas un peu handicapant face à certains match-ups dans une NBA qui était différente, qui était beaucoup plus grande en moyenne, notamment à l'intérieur. Quel souvenir, toi, tu as de ça, de ce début de décennie, on va dire? Après, il faut penser que Millsap est vraiment petit, hein. Il mesure C'est 2 ça, ouais. mètres 1, voire moins selon les mesures, hein. Donc j'avais quand même l'idée d'un bon défenseur, mais aussi bon défenseur par rapport au standard de l'époque. C'est-à-dire que il faisait le travail d'un 1 contre 1 face à des postes 4 un peu plus gros, un peu plus costauds. Parce que lui-même est assez costaud. Il pouvait faire des bons trucs, quoi. Donc on en revient sur comme avec Marshawn Marion, cette idée-là qu'il y a quand même un peu plus de la question de match-up se pose un peu plus. Enfin, la question voilà, qui est le poste 4 d'en face? Est-ce que ça va pour Millsap? Avec lui, ça allait bien. Que tu avais en plus un petit peu ce côté vraiment un peu intérieur. Faut se souvenir aussi qu'il y avait alors Ford à côté de lui, qui est d'un tout autre niveau défensif, notamment cette histoire de protection de cercle et d'intelligence de jeu. Pour toi, Horford est clairement le meilleur des deux, il n'y a pas photo, quoi. Oui, oui, pour moi, oui. Bon, puis Ford est aussi plus grand, plus long, tout ça, mais lui, il jouait vraiment pivot, quoi. Donc Millsap, j'ai plutôt souvenir d'un bon défenseur, hein, mais bon défenseur dans un registre classique, pas transcendant. Et voilà. Et donc le manque de taille était pas si gênant que ça sur du 1 contre 1, parce qu'il était costaud, parce qu'il était intelligent, parce qu'il avait des très bonnes mains, des mains vives, et que bah ouais, on dit en plus à cette époque-là, les joueurs de poste bas, les intérieurs scoreurs, c'était vraiment une période de creux, à mon sens. Il y avait peut-être Dwight Howard,
Et après, c'était un peu fini, quoi. Jalen O'Neal commençait à être vieux. Et je peux même pas en citer un. Alors, il y avait du Pau Gasol, Bah, en tout cas, au niveau de l'élite, il y avait un creux, mais il y avait aussi beaucoup de joueurs moyens qui attaquaient encore au poste bas, quoi. en Paradoxalement. plus, ouais. T'avais des Jason Thompson, t'avais des. Enfin, je vois. Après, c'est pas la même catégorie, mais même Al Jefferson a été beaucoup poste bas, Paul Millsap lui-même. Alors, il y avait beaucoup plus de post-up aussi de manière générale, même si on avait plus de joueurs d'élite dans ce domaine-là, quoi. Oui, et puis après, face au Pau Gasol, au Kevin Garnett, on disait oui, mais bon, Ouais, ouais. c'est pas grave qu'il prenne le panier, Millsap, on peut pas lui reprocher. Mais donc, effectivement, son manque de taille était un peu gênant, mais c'était pas anormalement problématique, quoi. C'était pas une vraie critique, à mon sens. Et puis bon, bah, comme dit, hein, il y avait quand même du Horford derrière, à côté du. Je crois qu'à Utah, dans mon souvenir, mais là je remonte vraiment 30 ans, je dis peut-être des bêtises, c'était beaucoup plus compliqué, la défense. euh, pour Millsap. Mais je pense que quand il est en NBA, il n'était pas très bon défenseur, hein. C'est vraiment petit à petit, c'est plus par le scoring d'ailleurs qu'il arrive. D'ailleurs, il a joué poste 3 à un moment donné, parce qu'il y avait Carlos Boozer. Oui. Ce qui est un peu incroyable, hein, quand on y repense. Mais déjà à l'époque, hein, c'était un peu foufou. Alors, au début, c'était le profil scoreur, poste bas et gros rebondeur. Mais gros rebondeur ne voulait pas dire forcément bon défenseur aussi, quoi. Oui, oui, c'est ça. Je me méfie un peu de mes souvenirs, en tout cas, il va falloir calibrer parce que à la fin, c'est clairement un défenseur intelligent qui est recruté pour être un peu le low man, enfin, comme on dit, le défenseur off-ball qui doit couvrir les rotations de Jokic en deuxième rideau, par exemple. Et voilà, il y a ce profil très intéressant de défenseur dans l'espace. Et dans ce jeu-là, où il faut bouger horizontalement, oui, lui, il était intelligent, il avait un peu de mobilité, suffisamment en tout cas. Donc, ok, bref, la fin de décennie est bonne. Je me demande à quel point est-ce que le début de décennie est quand même pas plus compliqué. Voilà, je me pose la question en tout cas, et je pense que je vais partir un peu sur ce modèle-là, quoi. Mhm. Après, il y avait quand même un côté où c'était aussi un plutôt bon playmaker défensif. Hein, tu as parlé de ses mains assez rapides. Et tu vois d'ailleurs, c'est un des rares joueurs de la décennie qui est sur les 10 ans à plus de 1 steal et 1 bloc de moyenne. Les autres, c'était Draymond Green, Antetokounmpo et notre ami Gerald Wallace, qui n'a pas fait 10 ans, mais qui sur les 10 ans où il a été. Bref, donc il y a un côté playmaker défensif, il y a un côté intelligent qui joue bien dans l'espace, encore une fois. Switchabilité un peu, mais pas tant que ça non plus finalement. C'était de la mobilité, mais pas de la mobilité de vrai switch comme aujourd'hui, je trouve. Et même, tu vois, je regardais un peu les stats un peu on-off ou des trucs comme ça. Bah, tu vois, même au rebond, il n'y avait pas tant que ça un énorme impact quand il était sur le terrain ou pas, quoi, au niveau de la présence au rebond, alors que individuellement, on peut se dire c'est un énorme gober de rebond. Donc voilà, profil, comme tu dis, bien partout, élite nulle part, et peut-être certaines imperfections à droite à gauche. Bref, tu me dis hein, si tu as d'autres choses à rajouter. Juste peut-être à son crédit une espèce de régularité absolue qui est vrai, Oui, oui, oui. qui est vraiment intéressante, quoi. Je veux dire, certes, c'est pas le joueur le plus efficace, le plus impactant, mais t'avais un peu la même chose tous les soirs avec lui, et c'est quand même une vraie force euh, qui mérite d'être mise en avant, quoi. Et du coup, moi, je suis en train de me dire que je l'ai placé trop haut dans mon classement. C'est pas très grave. Alors oui, minutage de playoff, 2400 minutes, c'est pas mal, hein, 24e total de la décennie. Mais bref, au niveau du classement, où est-ce que toi, tu l'imagines dans notre classement actuel? Du coup, moi, je l'avais mis devant Middleton parce vraiment sur la longévité, sur les 10 ans qui sont quand même des 10 ans. Alors, on peut peut-être enlever la dernière année qui est positive, mais qui est pas aussi bonne que les 8-9 autres. Mais voilà, je pense pas qu'il y ait un écart tel entre Middleton et lui, même si en termes de niveau de jeu pur, quoi, même si je préfère Middleton. Du coup, je le mettrai un peu au même endroit. Quand même. Au même endroit qu'on l'a mis actuellement ou au même endroit que toi, tu imaginais à la base, c'est-à-dire 20 places plus haut? Non, mais là où on l'a mis maintenant, donc c'est-à-dire, D'accord. je crois que c'est juste en dessous entre Brook Lopez et Middleton, du coup, je le mettrai. Ok. Ok. Moi, je l'avais plus haut, mais je me demande à quel point j'ai pas déconné. Je ne sais pas. Moi, je l'avais zone Nowitzki Ibaka, donc très haut. Ouais. Très haut, mais bah, alors, il y a le côté longévité, valeur cumulée année après année. Ça aide beaucoup sa candidature. Euh,
Et j'ai peut-être fait l'erreur, ou je sais pas, mais pour moi, il y a de la valeur positive un peu partout. En tout cas, je suis parti de ce principe-là. Peut-être que comme on en a discuté, pas tellement tout le temps. T'as été plus nuancé que moi sur le scoring et sur la défense parfois, mais ouais, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Tu vois, par exemple, si je te dis par rapport à Serge Ibaka, pour toi, du coup, Ibaka serait plus haut. Le côté meilleur défenseur d'Ibaka compense largement malgré un Millsap plus offensif. Oui, oui, oui. Là aussi, tu as le coup de. Enfin, bon, je dis ça tout le temps, mais je trouve ça important, le coup d'opportunité de Millsap, que certes, il était alors, pas inintéressant sur ses tirs, mais que c'était pas vraiment tout le temps la meilleure chose à faire en vrai. Là où. Alors, bon, la différence, c'est que lui, quand tu avais un problème avec Millsap, tu lui donnes la balle, il pouvait se débrouiller faire un truc. Ibaka, tu lui donnes la balle, quand t'es coincé, tu lui donnes la balle, t'es fichu. Mais en parallèle de ça, t'as Ibaka qui est quand même un meilleur finisseur, alors j'ai plus trop ses chiffres au shoot, mais je pense que ça doit être sur la moyenne des 10 années, ça doit être pas très éloigné en vrai entre les deux joueurs. Ouais. Mais vraiment, l'impact défensif d'Ibaka fait pour moi une grosse différence quand même. Et si je te dis Pogazol, du coup, non plus, il n'y a pas photo pour toi? Sachant que Pogazol n'a jamais eu non plus d'incroyables efficacités, ni non plus des volumes très très gros. Ah, meilleur passeur quand Je- même, avec un gros. C'est vrai, oui. Je pense j'ai une gravité, mais qui est dans un autre registre que celle d'un Corver, mais qui attire beaucoup plus l'attention de la défense. Je sais plus ce que vous avez dit sur la défense de Pau Gasol pendant ces années-là. Je crois que vous l'avez dit qu'il était pas si mal, je crois. Bah, pas si mal, mais par rapport à des standards et des attentes qui sont pas non plus énormes, quoi. C'est pas les mêmes attentes qu'on a que sur Serge Ibaka, quoi. Tu préfères le défenseur Millsap ou le défenseur Pau Gasol de cette décennie? Mais c'est compliqué. Je crois que. Je, je sais pas. Parce que Pogazol, il a pas forcément cette image-là, mais quand même très grand. Et Mm. la protection du panier est la chose la plus importante. Et je pense qu'il était largement meilleur là-dessus. Non, mais ça me va de le descendre, de continuer un peu à descendre comme ça pour essayer de calibrer petit à petit. Mais du coup, il va falloir virer Joe Holiday, hein, parce que là, je pense que je mets Millsap par-dessus Joe Holiday quand même. Carmelo, Joe Johnson, Marcus Cousins, 25, 6, 7, on a dit qu'on les descendait. Après, il y a la question de est-ce qu'on met Millsap par-dessus tout le groupe des Ginobili, Hayward, Bill, Matthews, Batum, Gallinari, quoi. J'allais te poser la question, les Hayward Bill, alors j'ai plus les chiffres d'efficacité, j'ai plus les nombres d'années, tout ça, de tous ces joueurs-là. Mais tu vois, euh, euh, en fait, tout ce groupe-là, bon, Ginobili, je le mets un peu à part, on en avait discuté, mais de Hayward à, il y a Hayward, Bradley Beal, Wesley Matthews, Nico Batum, Gallinari, Goran Dragic, Paul Pierce, Eric Gordon, et là on peut descendre, bon, Rondo et Bryant, je mets un peu de côté, mais Embiid, Noah, Chris Bosh, Lopez, je pense pas qu'il y ait une grosse différence entre tous ces joueurs-là en fait. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Ou en fait, Ouais, ouais. si on peut descendre, tu peux descendre d'un, mais en vrai, sinon il perd 10 places, mais en vrai, il n'y a pas de grosse différence. Tu vois? Hmm. Non, mais j'étais parti, comme je te disais, sur l'idée d'une décennie très complète, notamment défensivement. Finalement, c'est peut-être pas le cas. C'est peut-être surtout le cas à Denver. Et quand il est comme ça à Denver, il a plus l'attaque. Peut-être qu'à Atlanta, c'était pas lui le plus important non plus. Même clairement, peut-être c'était surtout à Lorford. Et Donc sur la ça défense me- de Millsap à Denver, tiré jusqu'à quel niveau? Parce que j'ai revu quelques matchs, mais j'ai pas tout vu non plus. Bah, c'est Je compliqué l'appellerais aussi pas parce qu'il élite a. non plus, hein. Non, non, pas élite non plus. Surtout qu'il a toujours été plus ou moins absent, en tout cas irrégulier dans ses Mm. présences à Denver. Ouais, 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 ouais. En fait, le problème, c'est que. Enfin, le problème, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que tu vois, on en avait déjà discuté, mais des profils comme Matthews, Batum, Gallinari, euh, bon, ben voilà, ils ont pas autant de responsabilités balle en main que Millsap a pu avoir. Mm. Mais eux, moins de responsabilités, rôle moins grand, mais c'est que de la valeur positive, quoi. C'est que du spacing, c'est que du catch and shoot efficace, du passing efficace, ce genre de choses. Là où Millsap, il y a plus de volume en termes de points par match, mais peut-être moins d'efficacité, peut-être moins de valeur, je sais pas. Oui, oui, si, je te rejoins. Tu Ouais. vois, Gallinari, je pense qu'il a un peu la même production, un peu la même production brute, on va dire. Ce côté un peu
deuxième homme à qui tu as droit à 15-20 points chaque saison, sans un gros rôle à chaque fois, enfin, toujours avec un usage de deuxième, troisième option. Sauf que Gallinari, à ce côté, alors c'est moins bon défenseur, mais me semble-t-il beaucoup plus efficace et créateur de spacing, un peu plus développé comment il s'appelle, que Millsap, qui peut un peu plus s'insérer dans différents styles de jeu offensifs. Alors certes, il est moins bon défenseur, mais l'écart est pas non plus extraordinaire. Donc tu vois, je mettrais Gallinari encore au-dessus de Millsap, alors que tous les deux, on peut un peu, là, en termes de profil, sont pas si éloignés que ça. C'est tous les deux des joueurs, des postes 4, qui sont plutôt orientés sur le scoring et qui font un peu de tout, mais leur intérêt, c'est surtout le scoring, quoi. Tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais, on va le mettre autour de ce groupe-là, du coup. Au-dessus ou en dessous, du coup, des Batum, Gallinari et Matthews? En dessous, je mettrais. Devant Dragic, par exemple? Dragic, moi, je sais, quand je vous écoutais, bah oui, c'était un peu aussi sur ce côté-là, pareil, 6-7 sur 10 partout, mais dans un profil un peu plus intéressant. Après, Ouais, c'est vrai. je crois qu'il y a eu des blessures et des trucs comme ça, c'est un peu compliqué Dragic, mais je crois que je préfère Dragic à Millsap, qui effectivement lui aussi dans ce registre un peu pareil de je fais tout bien, mais je suis pas une première option. Et Millsap qui est un peu moins efficace, me semble-t-il, de mémoire. Ouais. Ouais. Peut-être, du coup, ouais, Ouais, on va trancher là. Paul Pierce est beaucoup plus impressionnant sur les saisons où il joue, mais il en joue beaucoup moins. Ouais, faisons ça. Faisons ça comme ça, si ça te va. Donc, Dragic 34, Paul Pierce 35, on va le mettre entre les deux. Pas du tout sûr de moi, mais entre les deux. Ce qui serait à peu près la zone où je comptais descendre les Carmelo, Joe Johnson, DeMarcus Cousins. Ça correspondait plutôt pas mal, quoi, du coup. Ok, bah faisons ça. Voilà. Faisons ça. Ou alors on refait tout maintenant, si t'es prêt. T'as pas encore coupé la fameuse poire en deux, je suis un peu déçu. Attends, tu vois, on va la couper sur des rosanes, Oui, je c'est pense. vrai. On va la couper en 4, on va faire des dés. Bref, donc faisons ça comme ça. Et donc, petit quiz pour finir. Et tu vas voir que j'ai un thème, puisqu'aujourd'hui, c'est qui est dans l'effectif en 2011. Cette fois, c'est le Jazz, donc, de 2011, que je suis allé chercher pour toi exprès. Est-ce que tu es capable de me citer qui est dans l'effectif des joueurs de ce Jazz de 2011? Donc, je pense donc Klaus Boozer était plus là. Il venait de partir, ouais. Est-ce que Mehmet Okur était là? Exactement. Donc, tu commences par le 8e joueur de l'effectif. À ce moment-là, il était pas mal, hein? Ou c'était encore avant qu'il était vraiment intéressant? C'est un peu avant, là. Je crois qu'il fait 13 matchs sur la saison. C'était une version améliorée de Pero Antic, hein? Oui, c'est vrai. Deron Williams? Deron Williams, oui, il fait une partie de la saison avant d'être échangé du côté des Nets. Échangé contre Derek Favors. Lui-même, effectivement. Et Devin Harris, du coup. Devin Harris, effectivement, également, et dans l'échange et du coup à Utah. Moi, je te compte Paul Millsap. Oui, non, cela va sans dire. Ronnie Brewer est parti, du coup, non? Oui, puisqu'il est dans l'effectif 2011 des Bulls, on a dit tout à l'heure. Est-ce que Wesley Matthews est là? Non, il est à Portland. Il a fait qu'une seule année à Utah. Et il est parti à Portland. Là, il est en train de mettre Batum sur le banc, là, actuellement. Ok. Est-ce que Kyle Korver est là? Ben non, il est dans les Bulls de 2011. Parce que je t'ai fait un quiz sur les Bulls de 2011 de Kyle Korver. Oui, pardon. Alors, tu l'as pas encore cité, mais le go-to guy de cet effectif dans la raquette. Al Jefferson. Al Jefferson, ouais. Al Jefferson, Millsap, Deron Williams, Devin Harris. Ah tiens, on avait quelqu'un qui était un ailier hyper défensif de cette équipe du Jazz de Boozer et de Deron Williams, et qui ensuite ira du côté des Nets, notamment pour des relations avec le propriétaire. Il s'entendait bien. Pour des raisons de même patrie, notamment. Ah, Kirilenko. Exactement, Andrei Kirilenko est encore là. Je vais chercher loin parce que je croyais vraiment que tu allais sortir un truc sale. Non, c'est Kirilenko qui donc fait Jazz, ensuite il fera les Timberwolves. Il avait une option à 10 millions l'année aux Timberwolves. Il la prendra pas, il ira signer au minimum pour Mikhail Prokop au Nets. C'est pas du tout louche, mais donc Mehmet Okur, tu l'as dit. On avait aussi un role player extrêmement défensif, je crois des Suns de l'époque Mike D'Antoni,
le pitbull défensif de cette époque-là. Ah, Rajabel. Rajabel est dans l'effectif, ouais. On avait un ailier shooter gaucher, je sais pas trop comment te le faire deviner. Il a fait du Toronto ensuite, de Indiana. Chuck Person. Non, c'était CJ Miles. Ah oui, t'aurais dit lycéen. Mais tu vois, j'avais pas cette info. On avait un coach de Phoenix, mais qui a été catastrophique. Earl Watson. Exactement, Earl Watson dans cet effectif. On avait un très jeune rookie qui ensuite explosera comme le futur go-to-guy de cette équipe du Jazz durant les années 2010. Hayward. Exactement, Gordon Hayward est rookie cette année-là. On avait un meneur ultra explosif de ce Jazz-là. Attends, Ronnie Price. Exactement, le frère de Leader. Tout à fait. Elle passe cette blague, elle est validée ou pas? Si, je la prends. Je l'avais pas vu arriver, à partir de là, je la prends. Alors, il y en a un, je sais pas comment te le faire deviner, Francisco Elson. Voilà, moi je ne le connais pas. Ah bah, tu m'aurais dit hollandais. Ah oui, il est d'accord, je savais pas. Ah. Un vainqueur du concours de dunk. Est-ce que ça te parle, ça? Jeremy Evans. Exactement, Jeremy Evans, qui a fait plus de concours de dunk que de matchs NBA. J'exagère un peu. Un Ukrainien aussi, il part là. Est-ce que tu te souviens de ça? Je l'ai, c'est Fesenko. Exactement. Fesenko est par là. Et puis, le dernier, tu ne l'auras pas, mais je te le donne. Quelqu'un qui s'appelle Marcus Cousins. C'est quand même magnifique, puisque on est en 2011, c'est la saison rookie de Marcus Cousins. Voilà, si j'avais voulu faire exprès, j'aurais pas pu l'inventer.